Bonjour à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre série d'entretiens avec des partis communistes étrangers Massimiliano Ai, que vous voyez souvent aussi écrit Massimiliano Arif Ai, qui est le secrétaire politique du Partito Comunista Svizzera, c'est-à-dire Parti communiste entre parenthèses suisse, et qui s'occupe donc de cette organisation marxiste-léniniste qui est située dans le Tessin. Alors, je vais essayer de partager mon écran parce que les Français, enfin mes compatriotes, peut-être que je parle pour moi, ne sont pas forcément très bons en géographie. Euh, voilà, le Tessin, ça se trouve ici en Suisse, hein, tout au sud. Et c'est en italien on dit Ticino, c'est pour ça si vous cherchez, c'est très différent de la façon dont on le prononce en français. Et les habitants, c'est i Ticinesi. Alors moi, avant de les rencontrer, j'entendais parler des Chinois et des Cinesi, mais non, c'est des Ticinesi, donc vraiment rien à voir. Et c'est vrai qu'on y accède facilement d'Italie. Voilà, quand vous remontez le lac Majeur, là, vous tombez tout de suite sur Locarno. Et les autres grandes villes, vous avez Lugano, Bellinzona. Voilà. Et donc, ces camarades, dont je montre le site extrêmement beau qui reflète une activité intense, hein, active. Moi, j'avais eu la chance de les rencontrer sur place. Je m'en étais rendu compte. Et en plus, avec une assise idéologique vraiment très, très solide, enfin de très bons principes politiques. Voilà, je vais arrêter mon écran et on va centrer sur notre intervenant. Voilà, ces camarades sont donc parlent italien, hein, leur langue maternelle, c'est l'italien. On remercie aussi déjà par avance Massimiliano de s'exprimer en français avec nous, de faire cet effort-là. Pour l'interviewer, je ne suis pas tout seul, je vous présente Yann Gilia, qui est également membre du pôle de Renaissance communiste en France, parce qu'elle vit en France, mais elle n'est pas de nationalité française, elle est de nationalité helvétique, là effectivement de la Suisse francophone. Et elle pourra, et plus elle connaît bien l'histoire des communistes en Suisse, puisque son père était membre du Parti communiste suisse avant la guerre. On parlera aussi, non seulement bien sûr de la situation en Suisse, de leur point de vue aussi sur la situation internationale, on parlera aussi du centenaire de nos partis respectifs. Le Parti communiste suisse a été fondé en mars 1921, si je ne me trompe pas, donc on fêtera bientôt le centième anniversaire, parti qui a été lui-même interdit et refondé. Et de toute façon, ce qui est très intéressant, c'est que je voudrais signaler, parce que les Français lisent quand même facilement l'italien, ce qu'apportent ces camarades et leurs analyses, hein, qui sont toujours une source d'inspiration et d'information vraiment très importante. Et alors peut-être pour commencer, Massimiliano, vraiment merci d'être avec nous. Et est-ce que tu peux expliquer comment est née votre formation spécifique au Tessin, depuis combien de temps, comment vous faites la politique actuellement, y compris peut-être même par les situations actuelles en Suisse, peut-être même la situation sanitaire effectivement, comment est-ce que vous réagissez politiquement par rapport à ça, dans une perspective longue, bien sûr, de l'inscription du communisme en Suisse. On peut remonter même carrément à Kenthal, Zimmerwald, qui était et Lénine à Zurich. Hein, il y a des lettres de noblesse au communisme qui viennent de Suisse. Et c'est pour ça, symboliquement, pas que symboliquement, mais aussi en termes d'organisation, et aussi parce que c'est un pays où les gens sont presque tous trilingues, enfin, en tout cas centrés sur l'international. C'est un pays qui est voué à l'internationalisme. Voilà, pardon d'avoir été trop long, un peu verbeux, mais à toi Massimiliano. Merci camarade, merci pour l'invitation. J'espère que mon français va être suffisant. Et
notre parti est né en 1944 comme parti ouvrier et paysan du canton de Tessin. Puis, dans le 1963, si je me rappelle bien, on a changé de nom et on est devenu Parti du Travail. Et dans le septembre 2007, on a repris notre nom original de Parti communiste. Et à ce temps-là, on était membre du Parti suisse du travail. Donc, on était unifié à niveau national. Mais en 2014, on a, pour des raisons de débat interne et malheureusement des discussions pas toujours positives, on a choisi ou bien ils nous ont obligés à choisir une ligne d'indépendance. Et donc, nous sommes nés comme section régionale du canton du Tessin, de la Suisse italienne, mais aujourd'hui, depuis 2014, on est enfin un parti national, mais on admet qu'on est encore faible, on est encore petit. On travaille surtout dans la Suisse italienne, mais on commence avec du calme à créer des groupes, surtout entre les jeunes et les universitaires dans les autres régions de la Suisse. Et c'est un parti qui, au Tessin au moins, dans la Suisse italienne, donc c'est le canton du Tessin principalement, mais c'est aussi une partie du canton des Grisons qui est à côté. Et, mais on parle italien, nous avons une certaine activité sur le territoire naturellement, mais aussi dans les institutions. Donc nous avons 2 députés au Parlement cantonal, le Grand Conseil du canton du Tessin, et nous avons une dizaine de conseillers communaux, donc dans les législatives des différentes villes de la Suisse italienne. Mais, comme je dis, l'activité institutionnelle est importante, mais pas la plus importante. Donc, sur le territoire, on travaille beaucoup, surtout avec la jeunesse. Nous avons une jeunesse communiste qui est, on peut dire, très forte par rapport aux autres organisations de jeunesse de la gauche, donc les gens verts, les gens sociaux-démocrates. On doit dire qu'à niveau des jeunes, on travaille plutôt bien. C'est un peu notre point fort, si je peux dire comme ça. Je le vois, là, il suffit d'aller sur votre site, toute la direction, il y a plein de gens d'environ 25 ans. Hein. Je vois l'autre député avec toi au site très, très, très jeune, tous les membres de la direction. Et est-ce que ça n'est pas de la démagogie, parce que je peux témoigner du fait qu'ils sont extrêmement formés. J'ai même assisté à des formations chez vous. Oui, moi je suis très content naturellement d'avoir un parti si jeune composé par la nouvelle génération. D'autre côté, on peut aussi dire que, de façon un peu plus autocritique si tu veux, qu'on n'ait pas réussi si bien dans le passé à créer le lien entre les générations. Les fautes sont des 2 côtés, je crois. Mais bon, c'est une question problématique qu'on a eue et qu'on a cherché d'améliorer, surtout dans les dernières 2 années, où nous avons cherché de récupérer, si on peut dire comme ça, des camarades plus anciens que avaient milité dans le vieux Parti du Travail, disons comme ça, vieux, qui s'était un peu... Le Parti suisse du travail, hein, pour que tout le monde comprenne, hein, pour que les Français comprennent. Oui, Parti suisse du travail, mais aussi Parti du travail au Tessin, qui en ce moment-là était une section officielle. Et certains camarades qui aussi n'ont pas compris tout de suite cette division qu'on a eue, mais je dois dire que dans les dernières 2 années, on a réussi à récupérer ces camarades et donc dans ce moment, la situation anographique du parti est un peu plus équilibrée, mais c'est vrai que nous jouons beaucoup sur le renouvellement des organes dirigeants. Donc, oui, effectivement, je crois qu'à niveau de la Suisse italienne, on est un des partis avec disons, le numéro des jeunes plutôt élevé.
Ouais. D'ailleurs, peut-être préciser, quand tu parles d'indépendance par rapport à d'autres camarades peut-être de la Suisse francophone, ce n'est pas un indépendantisme régional dans la Suisse, c'est une indépendance de votre organisation, disons. Mais justement, vous êtes un parti national puisque enfin, vous avez aussi une ambition nationale, c'est-à-dire de vous adresser à d'autres camarades ailleurs sur base marxiste-léniniste. C'est-à-dire que enfin, comment est-ce que c'est développé chez vous? Pour quelles raisons peut-être historiques, peut-être quel hasard, peut-être aussi biographique, a fait que ces camarades se sont centrés sur le marxisme-léninisme et ça part de quel sentiment, de quel mouvement, de quelle réaction, par rapport à la tendance générale. Mais je dois dire que le mouvement communiste en Suisse et surtout le Parti suisse du travail, jusqu'à les années 80 plus ou moins, a maintenu une certaine ligne qu'on peut définir marxiste-léniniste. Je dis on peut définir car la Suisse est fédéraliste. Donc, dans chaque canton, chaque parti du travail, disons, régional a aussi développé une action politique, une réflexion théorique que dans la situation un peu de confusion qu'on a eue à partir des années 80, on a un peu perdu une certaine ligne cohérente et unifiée à niveau national. Mais on peut dire que le Parti suisse du travail, jusqu'aux années 80, a maintenu une certaine ligne léniniste, très fort, on peut dire, au Tessin. Moi, j'étais trop jeune, donc j'étais pas de cette période, mais depuis ce que je sais, la situation idéologique a été plutôt cohérente au Tessin surtout, mais après, avec la chute du mur du Berlin, en fait, la confusion qu'on a eue dans les années 90, 90, chaque région a un peu choisi une ligne autonome. Et je me souviens qu'on on discutait de ça dans le Parti suisse du travail avant, quand on était encore unifié. Et il y avait des sections qui étaient contre l'Union européenne, d'autres sections qui étaient pour l'adhésion complète de la Suisse à l'Union européenne. C'était plutôt difficile. Il n'y avait pas un centralisme démocratique, donc c'était plutôt une fédération qu'on a, de facto, une fédération qui s'est créée. Par contre, excuse-moi, juste une question. Le Parti suisse du travail, lui, est membre de la gauche européenne, hein, du Parti de la gauche européenne, et vous n'êtes pas membre. Hein. Depuis ce que je sais, le Parti suisse du travail est encore membre de la gauche européenne. Je sais qu'il y a des discussions à l'intérieur, mais une votation de 2010 ou 2011 à niveau de congrès a choisi de rester membre de la gauche européenne. Par contre, nous, au Tessin, déjà à ce moment-là, quand nous étions membres du Parti suisse du travail, nous avons contesté l'adhésion à la gauche européenne et naturellement aujourd'hui qu'on est indépendante, on n'a pas demandé d'adhérer à la gauche européenne. Mais je disais que oui, ces différences idéologiques et politiques se sont développées à niveau régional plutôt fortement. Et au Tessin, nous avons cherché de reconstruire à niveau des nouvelles générations le parti sur des bases idéologiques un peu plus solides. Ça ne veut pas dire dogmatisme, aussi parce que quand tu travailles avec des jeunes, ils n'ont pas vécu ni l'Union soviétique, ni les confrontations idéologiques de ce temps-là. Donc, tu ne peux pas faire un discours strictement nostalgiste, quelque chose pareil, parce que c'est un peu l'accusation, non, qui nous attaque aussi, disant vous êtes nostalgique. C'est plus difficile d'être nostalgique quand on n'a pas vécu certaines situations. Mais nous avons cherché de travailler beaucoup sur la formation idéologique. Donc, le marxisme-léninisme, le socialisme scientifique, c'est la base. Le centralisme démocratique, c'est le principe organisatif avec lequel on a reconstitué le parti. C'est vrai que nous avons une intention de devenir parti national. Et j'en profite de ta question, Émeric, parce que c'est un peu la critique qu'on nous fait. Vous êtes trop régionaliste, vous êtes trop ancré à la Suisse italienne. Mais ce n'est pas une volonté, c'est que les conditions objectives en ce moment nous permettent de faire vraiment de l'activité politique
dans la Suisse italienne. On ne doit pas abandonner cet point de force que nous avons à niveau géographique, mais notre statut, notre ligne politique, le programme parle de la Suisse, parle pas seulement du canton Tessin. Le socialisme ne sera pas dans un seul canton. C'est très bien. Oui, oui, c'est vrai que le terme même de canton, nous, ne correspond pas à nos critères politiques français. Nous, on parle surtout de département. Effectivement, le terme cantonal est quelque chose qui est beaucoup plus petit. Donc, l'adjectif même cantonal ne parle pas évidemment aux Français. Mais justement, encore une remarque géographique qui est importante pour mes compatriotes, enfin, en supposant qu'ils n'ont pas de bonnes connaissances de géographie, je ne fais pas de procès d'intention, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vous êtes assez loin des francophones et des germanophones, ne serait-ce que parce qu'il y a les Alpes entre vous. Il faut passer par le Saint-Gothard, c'est très long. Vous êtes beaucoup plus proche, là je parle en termes d'organisation, de difficultés matérielles objectives. Là, une montagne, a priori, c'est du matérialisme, et on ne va pas dépasser une montagne, malgré la force dirigeante du prolétariat, on n'en est quand même pas là. Mais effectivement, vous êtes plus proche foncièrement, vous êtes beaucoup plus proche de Milan, donc Milan, Sesto San Giovanni, j'allais dire, hein, la Stalingrad italienne, tout ce que ça implique, ça crée aussi c'est un environnement politico-culturel qui vous parle. Je sais bien que vous êtes bon connaisseur évidemment de la politique italienne, avec ses qualités et ses défauts, hein, parce que c'était évidemment en termes numériques, c'était le plus grand parti communiste d'Occident. Hein, pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est extrêmement émecté, mais je crois que vous jouez aussi un rôle, je pense, même sur eux, en retour, hein, un rôle, j'allais dire, d'influence idéologique tout à fait notable. Et voilà, simplement, je ne parle pas de comment vous réagissez à la situation, mais simplement, il y a des conditions objectives qui expliquent aussi, et puis comme tu dis, le fédéralisme suisse, hein, qui est pour nous quelque chose étranger à notre culture française, hein, qui est très, très centralisée, mais simplement qui est aussi celle de noblesse, hein, parce on en parlera aussi, il y a la démocratie suisse, beaucoup, en termes, il suffit de penser à Jean-Jacques Rousseau, et tout ça a apporté aussi aux Français. Ce que j'apprécie aussi, moi, personnellement, dans votre ligne, mais elle est tout à fait cohérente avec l'internationalisme prolétarien, et puis en fait, l'international, c'est vrai, Dimitrov, c'est aussi une ligne patriotique, au sens où l'ont toujours défendu les communistes, et donc vous êtes intéressé aussi à récupérer au sens le plus noble du terme, au sens de la grande synthèse dialectique, toute cette activité héroïque de la démocratie suisse et de ce que ça a apporté pour évidemment passer au socialisme. Donc vous partez pas, c'est pas une activité à la retraite, c'est une activité qui est ancrée dans la réalité suisse. Et justement, je parle trop de la Suisse, alors je ne la connais si mal, donc je vais peut-être passer la parole à Diane ou à Maximiliano, mais en tout cas, je vous laisse entre vous, j'allais dire. Je pense qu'on reviendra dans la discussion. Oui, alors à propos du Parti du travail, du Parti suisse du travail, hein, alors je ne fais plus partie du Parti ouvrier populaire vaudois. Enfin, en fait, je n'en ai jamais fait partie parce que justement, face à l'effondrement des années 90, ils ont essayé le Parti ouvrier populaire vaudois a essayé de rassembler, disons, des personnalités progressistes sous le nom de POP, Pop et Gauche en mouvement. Alors moi, je fais partie toujours, enfin, tout à fait virtuellement, de la gauche en mouvement liée au POP vaudois, au Pop vaudois. Mais ce que je voulais dire justement, c'est qu'il y a aussi maintenant un afflux de jeunes qui viennent dans la section. Donc le Pop vaudois est une section cantonale du Parti suisse du travail. Mais les ravages ont été terribles après les années 80. À l'époque, je ne les fréquentais pas parce que je faisais partie d'une organisation marxiste-léniniste qui justement critiquait farouchement et férocement le révisionnisme du pop. Mais
l'effondrement a été total, si bien que la section est largement revenue à une espèce de social-démocratie avec parfois un peu plus de vigueur que les sociodémocrates vaudois. Ce qui m'a intéressé, c'est que tout récemment, j'ai reçu des documents, enfin, pas internes, c'est des documents du parti qui montrent qu'il y a enfin un petit souffle de récupération du marxisme-léninisme dans le Parti suisse du travail et l'organisation de débats, et je pense que ce n'est pas seulement le Parti vaudois, mais il y a l'organisation de débats dans les sections autour du marxisme-léninisme, c'est-à-dire revenir aux sources, et une volonté de former les militants au marxisme. Problème, comme disait Massimiliano, et je crois que c'est, à ma connaissance, c'est à peu près la même chose à Genève, mais Genève, c'est une situation atrocement compliquée parce qu'il y a Ensemble à gauche, mais le Parti du travail n'en fait pas partie, mais ça lie. Ensemble à gauche, c'est un regroupement de progressistes et de trotskistes. Bref, mais il y a ce même problème de forte séparation entre les jeunes qui adhèrent maintenant et les tout vieux, mais vraiment des vieux, 80, 85 et plus, qui tiennent encore pas mal. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ont maintenu, parce que qu'ils ont maintenu la vie, en vie, la section vaudoise. Mais il y a peu de compréhension entre la toute vieille génération, mais c'est parce que les 50-60 ans, il n'y en a presque pas. 40 ans, les jeunes, ils ont 25, 30, 35, et puis ensuite, les membres ont 80, enfin 75, 80 et au-delà. Et ça fait, et les anciens ont pris de très mauvaises habitudes pour rallier dans une situation politique qui semblait complètement bloquée, pour rallier le plus grand nombre possible de gens, je ne peux pas dire des militants, de gens sur des positions qu'ils appelaient progressistes. Voilà. C'est pour dire que enfin, il faut être optimiste et j'admire beaucoup les camarades du Tessin, mais chaque fois que je réfléchis, que je lis les documents qui viennent de Genève ou du canton de Vaud, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail, mais je suis sûre qu'il y a oui, des bonnes volontés militantes, c'est-à-dire des gens des camarades qui voudraient aller au-delà. Massimiliano, comment vois-tu la chose? Je ne voudrais pas parler de la situation de Genève, où il y a aussi un parti communiste, pas seulement le Parti du travail et l'Ensemble à gauche, ou de Canton de Vaud, aussi parce que depuis quelques années, je suis plus très attentif sur ce qui se Oui, passe dans le Parti suisse du travail. C'est vrai, je confirme qu'il y a un débat à l'intérieur, surtout avec les jeunes. Ce que je voudrais dire sur le retour aux sources du marxisme-léninisme, donc sur le débat à l'intérieur du mouvement communiste suisse en général, oui, c'est un peu que notre expérience au Tessin, c'est d'éviter de nous concentrer uniquement sur la récupération, si on peut dire comme ça, de l'idéologie. Donc, je m'explique mieux. Il y a un risque très fort de combattre les réformistes ou les tendances opportunistes à l'intérieur d'un parti. Et c'est un peu la faute que nous avons aussi faite, hein, je le dis très clairement, de combattre cette tendance avec un retour au dogmatisme. Donc, on répète les formules du marxisme-léninisme, mais sans aucune
lien avec la réalité du pays. Aymeric disait patriotisme avant. C'est quoi le patriotisme? C'est de comprendre ce que la culture de ton pays permet de faire aussi. Le marxisme-léninisme ne peut pas être, au moins dans notre réalité, nous avons eu cette expérience appliquée comme en Russie, en Chine, à Cuba, c'est la Suisse ici. Et donc, on doit aussi changer des convictions pour adhérer à une ligne de masse, si on peut utiliser ce terme, pour parler aux gens et pas seulement de répéter les éléments de la tradition marxiste-léniniste. C'est un peu le risque que je vois dans certaines discussions. On accuse les autres de révisionnisme, mais en fait, comment dire, on tombe dans une vision des choses très orthodoxe, mais dans le sens dogmatique du terme. Et c'est un peu pour ça que nous, au TC, nous avons développé une ligne que certaines fois on peut critiquer, soit dans la partie, disons, des réformistes, et ça, on le comprend, mais aussi on ne trouve pas un lien encore, j'espère qu'en futur on pourra faire ça, un lien avec les autres qui défendent une ligne plus robuste à niveau du marxisme-léninisme. Parce que nous croyons et ils font un discours un peu abstract de la réalité effective de la classe ouvrière et des nécessités de cette phase historique de notre pays. Par exemple, la neutralité. La neutralité suisse, on peut la critiquer si on utilise une vision marxiste-léniniste très, très idéologiste, mais pas liée à ce que les gens pensent, par exemple. Oui, parce que je crois qu'il y a un débat qui tendrait à dire un reproche complètement abstrait qui pourrait vous être fait. C'est par exemple vis-à-vis de la question de notion de la neutralité, je crois aussi par exemple du service militaire. Alors des gens dans l'abstrait pourraient vous dire mais il faut absolument prôner l'armée populaire pour pouvoir prendre le pouvoir en Suisse. C'est pas évidemment l'objectif immédiat qui était réaliste. Et vous, ce que vous m'expliquez, c'est que le problème du service militaire en Suisse qui est extrêmement lourd, hein, vous prive en fait de recrues pour le militantisme d'une manière drastique et que vous n'avez absolument pas intérêt à développer cette problématique de l'armée populaire par rapport à l'armée de métier. En France, je dirais que c'est pas la même chose, hein, parce que nous, c'est le contingent qui a empêché le push d'Alger. Hein. Enfin, faut être clair, c'est une question très très importante. Nous, le fait de passer à l'armée de métier est absolument gravissime. Dans le cas suisse, on parle, je crois, de 3 ans, mais tout ça, je parle un peu dans le vide. Hein. J'espère que tu vas me confirmer. Mais par exemple, c'est une divergence tactique, mais qui est totalement justifiable, étant donné, c'est un exemple, hein, et c'est totalement explicable, étant donné vos conditions de militantisme à vous. Hein, parce que de toute façon, l'idée même d'infiltrer l'armée avec des communistes pour prendre le pouvoir n'est pas réaliste hein, dans le contexte suisse. Hein. C'est pas la tâche immédiate. Voilà, j'ai essayé de résumer, mais j'espère que je ne me trompe pas. Oui, ça c'est un exemple aussi de notre tactique. On peut qui cherche de renouveler certains dogmes. J'utilise ce terme un peu fort peut-être. Nous avons vu dans la tradition des communistes suisses que l'idée d'infiltrer l'armée, que n'a jamais été organisée dans la réalité des faits. Oui, en plus, ça, il faut quand même le reconnaître parce que souvent, il y a beaucoup de fantasmes aussi. Hein, et ça favorise la répression, alors que bon, dans la réalité, c'était pas le cas. Il faut savoir que ça faisait partie des 21 conditions hein, de Lénine. C'est pour ça que ça a toujours été évoqué. Et en tout cas, les communistes français ont été accusés de ça en 40 d'avoir une armée secrète. L'armée secrète, ils ont dû la monter sur place pour pouvoir résister aux nazis, mais elle était pas là, en fait, elle n'était pas prête. Je précise ça pour qu'on évite les fantasmes chez des non-communistes. Hein. Voilà. Et ce que nous avons vu, c'est que la tentative de démocratiser l'armée, de la rendre étant une armée de milice, Oui.
Nous disons que la milice est volontaire normalement, ce sont les ouvriers qui s'organisent. En Suisse, il y a une armée de levée obligatoire, totalement bourgeoise, qui a quand les seuls moments dans l'histoire où elle a tiré sur les ouvriers, sur des antifascistes. Donc ça, c'est l'histoire de l'armée suisse. On n'a pas en Suisse une histoire progressiste, anti-impérialiste de notre armée. C'est un peu la différence aussi qu'il y a avec d'autres pays. Où leur armée a une tradition patriotique anti-impérialiste. Nous pouvons dire que notre armée a tiré sur les ouvriers et puis s'est ralliée à l'OTAN. On parle toujours de la neutralité suisse. Oui, mais l'armée suisse est totalement liée à l'OTAN et refuse aussi de collaborer, par exemple, avec l'armée russe. Alors, nous sommes contre les collaborations militaires, mais si on veut être neutral, on doit alors collaborer avec tout le monde, pas seulement avec les sionistes, l'OTAN et pas avec la Russie ou la Chine, par exemple. Non, pour que tout le monde comprenne, ça n'est pas la révolution des œillets au Portugal, où là, effectivement, l'armée a joué un rôle progressiste. Hein, donc, ça existe aussi. Hein, donc, simplement pour que les gens comprennent. Et comme je disais aussi en France, ce à quoi je pensais, simplement, le contingent n'était évidemment pas composé exclusivement de communistes, mais ça empêchait la fascisation de l'armée et un coup d'État fasciste qui aurait été, qui était prévu, hein, qui allait nous tomber dessus hein, en France. Voilà, que tout le monde comprenne de quoi on parle. Voilà, je te laisse la parole. Ce que nous avons vu dans notre expérience, c'est que la démocratisation de l'armée de l'intérieur n'a pas été possible, aussi parce que les conditions objectives du pays n'étaient pas données et les rapports de force aussi du parti, de la formation des gens militants n'étaient pas là pour, agir en ce sens. Et donc, le discours est choisir aussi les priorités. Est-ce que nous pensons que l'armée suisse est un danger pour la démocratie dans le sens qu'ils vont faire un coup d'État? Franchement, en ce moment, il n'y a pas ce danger direct. Non? L'armée suisse est une armée bourgeoise, une armée de classe. Le service militaire obligatoire est encore présent en Suisse, pas pour la volonté de notre classe dirigeante de faire confiance aux masses, mais c'est là seulement pour éduquer. Donc, au mieux pour éduquer dans le sens de l'indoctrination nationaliste, du contrôle social. Et éduquer les nouvelles générations à l'homologation, à une pensée qui n'accepte pas le conflit social. Et nous voyons ça. Parce que nous sommes toujours une organisation composée par beaucoup de gens qui vont à l'armée ou qui allaient à l'armée et beaucoup entre eux, ils sortaient de l'armée changée. Alors, cette indoctrination existe et nous avons vu que la capacité du parti de former idéologiquement des jeunes n'était pas à la hauteur de la situation. Et alors, moi, je dois imaginer comme secrétaire politique de changer la stratégie du parti pour améliorer la formation des jeunes recrues. Non, sincèrement, je préfère me concentrer sur développer le parti où le conflit de classe est visible dans le lieu du travail. Et vu que le service militaire existe, je peux choisir. Je dis, bon, vous, jeunes militantes, vous allez dans les casernes ou vous allez dans le service civil entre les objecteurs de conscience qui font le travail dans les hôpitaux, dans les secteurs professionnels normaux, avec la classe ouvrière. Alors, nous avons décidé comme stratégie de parti de pousser nos gens militants à faire leur service civil auprès des travailleurs pour voir aussi quelle est la condition du travail, connaître d'autres secteurs qui, la majorité de nos membres sont étudiantes. Difficilement, dans leur vie future, ils travailleront comme ouvriers ou comme des opérateurs sociaux sanitaires.
Et donc, je crois que c'est une expérience très intéressante pour eux de faire un service civique, par exemple, dans ces secteurs, voir la réalité de notre côté, voir les travailleurs, leurs problèmes, et puis les apporter cette expérience au parti. Sincèrement, le fait qu'ils sont ou pas capables de tirer avec une carabine, je ne le vois pas une priorité immédiate. Alors, la critique qu'il nous fait, en futur peut-être, alors c'est juste imaginer sur long terme, mais je ne vois pas que la stratégie du parti, aussi si la Suisse devient un peu plus réactionnaire de ce qu'elle est, sera nécessaire de combattre avec les armes. Je ne peux pas imaginer en ce moment de construire un parti qui se met cet objectif-là dans la situation réelle dans laquelle nous trouvons. Alors, néanmoins, si je parle vraiment de situation là, de violence politique, c'est plutôt du côté des adversaires qu'il faut la chercher, parce que la répression des communistes suisses dans toute l'histoire de la Suisse a été féroce jusqu'à l'interdiction du Parti communiste suisse. C'est pour ça que je vais faire un peu la transition, avec peut-être que Diane pourrait nous résumer un peu ce qu'elle sait de cette histoire, et Massimiliano réagira. Pas grand-chose, tu en sais plus que moi, parce que je n'ai pas relu et je l'avais jamais lu vraiment le livre sur l'histoire du Parti communiste qui a été écrit. Non, je sais qu'il a été interdit pendant la guerre et que la répression a été forte, qu'il a dû se reconstruire après la guerre, mais pas forcément sur des bases aussi solides qu'il avait avant la guerre, hein, qui a déterminé beaucoup de choses dans l'histoire du parti. Non, ce que je sais, c'est que la bourgeoisie suisse est d'un anticommunisme rabique. Les communistes, c'est le diable. C'est à peu près, quand je lis des articles où je lis des exemples, c'est à peu près aussi féroce que les Américains, que les Nord-Américains. Donc, le communisme, c'est impossible. Et après la guerre, mais Massimilio doit savoir, mais aussi, mais par exemple, après la grève, la seule et unique grève générale de 1918 qu'il y a eu en Suisse, jusque-là, il était hors de question d'intégrer les sociodémocrates au gouvernement fédéral. Et bon, il y a eu un conseiller fédéral socialiste, mais parce qu'il fallait vraiment apaiser le conflit social. Alors, la grève générale n'était pas du tout aussi importante que, par exemple, que les grandes grèves de 36 ou de 68 en France. Elle était plus forte en Suisse alémanique qu'en Suisse romande, au Tessin, je ne sais pas. Mais enfin, il fallait quand même. Les bourgeois ont eu peur. Là, les bourgeois ont eu peur. C'était dans le grand mouvement après la Révolution de 17, la tentative de révolution en Allemagne, etc. Et ils ont installé un socialiste. Mais c'était le maximum qu'ils pouvaient faire. La social-démocrate, et c'était déjà des mous à l'époque. Hein. Social-démocrate. Pour la bourgeoisie suisse, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Le communisme, c'est, on parlait de l'armée, mais tous les exercices militaires, les manœuvres, les grandes manœuvres de l'armée suisse, l'ennemi venait de l'Est et il était rouge, toujours. Bon, alors, mais il y a eu des interdictions professionnelles. Ça oui, donc de gens de gauche, d'extrême gauche, pas forcément membres du parti. Ce qu'on appelle en Allemagne les Berufsverbot, c'est typiquement extrêmement, mais je ne savais pas que c'était aussi appliqué en Suisse de manière. Berufsverbot, c'est-à-dire qu'il y a interdiction à des personnes suspectes idéologiquement
d'occuper des postes où elle pourrait avoir une influence, des postes de prescripteurs ou de, je sais pas moi, enseignants, chercheurs, etc. Fonctionnaire aussi, hein, aussi. Dans l'administration. Mm. Les patrons privés, ils engagent qui veulent. Mais la Suisse est extrêmement anticommuniste et je dirais même que même parmi les gens de gauche, c'est très anticommuniste. Comme ça, spontanément. En utilisant évidemment les arguments de l'échec de l'Union soviétique, du stalinisme, de la répression, du goulag, etc. Mais parce que le fond est anticommuniste. Alors, comment rallier les masses? En effet, c'est une question importante et pas si facile que ça. Parce qu'il y a un poids idéologique de la Suisse où, y compris les sincères, ceux qui voudraient sincèrement transformer la société et abattre le capitalisme, n'arrivent pas à imaginer un conflit violent en Suisse. La bourgeoisie a beaucoup travaillé au consensus qui est une valeur à la collaboration de classe, mais en l'appelant consensus, qui est une valeur essentielle helvétique dans la bouche de la bourgeoisie, je précise. Je suis totalement d'accord sur la question que la bourgeoisie a effectivement su construire un consensus très large, et on le voit aussi dans les institutions, dans le sens que nous n'avons pas un gouvernement de majorité comme dans les autres républiques. Et nous avons un gouvernement de consensus, de concertation, où il y a beaucoup de partis à l'intérieur. Donc, nous, au Tessin, nous avons un conseil d'État avec un socialiste, des membres de la Liga, qui est la droite nationaliste, un démocrate chrétien, un libéral. Donc, il y a tout l'art constitutionnel, sauf nous et les Verts, par exemple, au Tessin, qui sont membres aussi du gouvernement. Donc, vous comprenez que le discours aussi à l'intérieur d'un concept libéral de majorité contre opposition parlementaire, en fait, sort plutôt faible dans la réalité suisse. Et donc, ça veut dire que le consensus bourgeois sur un certain type d'ordre est total. Et naturellement, puis à côté, il y a les autres institutions dont l'armée fait un rôle important d'éduquer les nouvelles générations à ce type d'ordre. Et c'est un peu pour ça, pour dire oui, nous pouvons sembler apparaître un peu révisionnistes sur le point de l'armée, mais quand même, c'est un discours lié à la réalité dans laquelle nous vivons et à la force effective du parti, aux priorités pour aussi avoir une capacité de parler à la population, qui effectivement était influencée par ce anticommunisme. Un anticommunisme qui, au Tessin au moins, c'est peut-être un peu plus faible par rapport à la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, il y a un anticommunisme vraiment fort, vraiment grave. Au Tessin, dans la Suisse italienne, vu aussi qu'on est voisin à l'Italie, où il y avait un fort parti communiste, une tradition démocratique progressiste différente. Notre parti a été toujours petit, mais dans le même temps présent à niveau aussi des exécutifs communaux, par exemple. Donc, on a une certaine tradition de rassemblement populaire, pour utiliser un terme qui était la stratégie du Parti suisse du travail après la guerre. Ce type de réflexion, d'acceptation aussi des communistes, dans la Suisse italienne est un peu plus présent que dans la Suisse alémanique. Aujourd'hui, nous voyons que l'anticommunisme est un peu actualisé, dans le sens que
Aujourd'hui, il y a une connexion entre anticommunisme et sinophobie. Nous voyons beaucoup d'activités de part de la presse, de part de la gauche réformiste, de la part des trotskistes, de la part de la droite en général, d'attaquer la Chine. Pour chaque question qu'on pose, il y a toujours la Chine, les droits humains, l'autodétermination des ethnies. Et naturellement, en attaquant la Chine, dans la réalité des faits, on attaque l'idée que là-bas, il y a un parti communiste au pouvoir. Et donc, nous voyons, notre analyse, c'est que la sinophobie, c'est la nouvelle frontière de l'anticommunisme dans notre pays. En ce moment, je crois que c'est pas seulement en Suisse, mais nous le voyons surtout dans ce contexte de pandémie. En mars, avril, on commençait à entendre aussi sur la presse des compliments, des congratulations pour la Chine qui a eu la possibilité d'aider avec des médecins, avec de la recherche. Mais quand on a vu que la population commençait à dire, bon, peut-être que les Chinois ne sont pas le pire du monde, on a changé. Et alors, on a commencé une campagne d'attaque contre la Chine qui est toujours liée avec cette idée, là-bas, il y a la dictature communiste. Donc, je crois que si on parle d'anticommunisme pour actualiser l'analyse, on devrait réfléchir sur le rôle de la Chine et sur la peur que l'impérialisme a de l'idée du multipolarisme. Aussi, si le multipolarisme n'est pas du socialisme, c'est quelque chose qui fait peur à l'impérialisme atlantique. Et sur l'anticommunisme, je termine peut-être, tu parlais du Berufsverbot, donc de l'interdiction de certaines professions communistes. Je veux rappeler l'activité de la police politique, parce que la police politique existe. Il s'appelait P26, P27, c'était des armées secrètes de réseau Gladio, qui, pendant la guerre froide, ont fait une activité on dit fichage de la population, je vois. Donc, tous les membres de mon parti étaient fichés par la police politique, aussi s'ils étaient des membres de base. Alors, quelqu'un qui allait, par exemple, à une réception de l'ambassade dans des pays de l'Est, membre simple du parti, membre de la solidarité avec ce pays, était contrôlé par la police, était tout verbalisé et fiché. Et c'est intéressant de voir comme on parle toujours mal de la RDA, de Berlin-Est, mais dans la réalité des faits, le fichage des opposants était présent aussi en Suisse. Oui. Massivement. Parce que les opposants, ça allait très très loin. Je veux dire, il y avait les militants, mais il y avait les sympathisants, mais il y avait leurs familles, etc. Les voyages à Cuba, éventuellement. Oui, les visites à l'ambassade, dans les ambassades de Chine, etc. Et l'écriture d'un article, moi j'ai été fichée pour avoir écrit une tribune dans 24 heures, c'est-à-dire le quotidien local, une tribune féministe. On m'avait invité à l'écrire et c'était mentionné sur ma fiche, sur mes fiches, parce que on a pu les demander, c'est-à-dire quand le scandale a éclaté, je me souviens plus, c'était quoi, en 2000, l'avant 2000? Avant 2000, c'était après la chute du mur de Berlin, pratiquement, en années 90, à commencement. Oui. Donc, les fiches, le scandale a éclaté de cette activité massive, qui a occupé je ne sais pas combien de fonctionnaires de police à taper à la machine à deux doigts. Bon, il y a eu des interventions pour demander que les fichés puissent savoir ce qu'on avait écrit sur eux. Bon, les fiches étaient très caviardées, c'est-à-dire nous recevions nos fiches, mais il y avait des passages entiers qui étaient caviardés, on ne savait pas
ce qu'ils avaient noté. Et plus on était dangereux, plus c'était caviardé. Ah oui, bah on voit aussi ça sur les documents que la CIA met en ligne actuellement. Il y a énormément justement de choses qui sont barrées, donc c'est pas. Oui. Je repense un petit peu par rapport à ce que disait Massimiliano à propos de la Chine, de cette sinophobie. Ce qui me semble important de lui demander, c'est que vous vous êtes trouvé là géographiquement très proche de l'épicentre de la maladie en Europe, du Covid, puisque c'était surtout l'Italie du Nord. Je repense aussi parce que là, les Chinois avaient envoyé de l'aide massive dans ces régions, si ma mémoire est bonne. Et justement, visiblement, d'après ce que dit Massimiliano, ça n'a pas été de nature à inverser cette tendance sinophobique profonde. Néanmoins, donc, comment est-ce que vous avez vécu donc, particulièrement cette situation, puisque vous étiez proche de ces régions les plus touchées, et comment vous la vivez aujourd'hui? Comment vous voyez la situation? Quels sont les débats qui vous agitent? Comment est-ce que ça, quelle réponse militante vous pouvez donner à cela pour votre organisation? Et dans la première vague, on a eu une situation très intéressante aussi à niveau des institutions bourgeoises, dans le sens que en ce moment-là, le fédéralisme suisse a un peu montré sa essence, dans le sens que Berne, donc la confédération, ne prenait pas au sérieux la situation. Pour les autorités fédérales, c'était une normale influence, une normale grippe, non, comme on dit. Excusez-moi, ça c'est de l'italien, de la grippe. Ah oui, influenza, ça veut dire la grippe, oui, d'accord, oui, ok. Et donc, ils ne prenaient pas au sérieux cette situation. Par contre, les autorités bourgeoises au Tessin, vu la situation en Italie, ont commencé à imaginer une réponse politique et aussi syndicale, dans certaines fois, plutôt massive. Les autorités du canton du Tessin ont commencé à demander à l'autorité fédérale de pouvoir bloquer la production. Et ça, on était d'accord avec les syndicats et aussi le patronat. C'était un peu une situation très particulière parce que aussi nous, comme parti communiste, parti d'opposition, nous avons défendu notre gouvernement avec les syndicats en disant oui, c'est bien ce qu'ils vont faire, de bloquer les lieux de travail, d'entrer dans un isolement, dans un lockdown complet, quand Berne, par contre, menaçait. Ils arrivaient aussi à menacer les institutions du canton du Tessin. Donc, à ce moment-là, on a eu une unité populaire avec la classe dirigeante qui était très, très intéressante. Mais c'était en privé, sont arrivés. On a accéléré le processus pour ouvrir à nouveau l'économie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une deuxième vague et on voit que le gouvernement, soit cantonal, soit fédéral, est plutôt victime du patronat. Et donc, on a beaucoup soucis parce que les contingents continuent et la réponse, si dans la première vague, la réponse a été aussi plutôt massive à niveau de l'aide sociale, de l'aide aux petits commerçants, de l'assurance pour travail réduit, la collaboration avec les syndicats pour décider quand donner des exceptions à quelle ou quelle fabrique était là présente, et la collaboration avec les partis de l'opposition comme nôtre était régulière.
dans cette deuxième vague, on voit une attitude classique de la part de la bourgeoisie de chercher de gérer la situation avec des intérêts qui ne sont pas ceux des travailleurs, naturellement. Et le débat en Suisse en ce moment est aussi sur et à côté aussi sur l'attitude du gouvernement de concentrer sur soi-même les pouvoirs. Alors, c'est un débat qui naturellement est délicat aussi parce que puis il y a les tendances négationnistes qui infiltrent ce type de discussion. Notre parti soutient l'idée que le Parlement et le gouvernement doivent agir normalement, donc un état d'émergence qui donne le pouvoir au gouvernement. Nous l'avons accepté dans la première vague à les conditions que je vous ai décrites, mais nous n'allons pas le soutenir encore une fois. Et ça, la chose positive, c'est qu'au moins au Tessin, aussi les autres partis, pas seulement ceux de gauche, sont d'accord avec nous sur ce point. Donc, l'idée d'un nouveau état d'urgence ne se pose pas, au moins dans le canton du Tessin. Puis, naturellement, on doit voir comment évolue la situation. Et sur la question de risque pour la démocratie, donc pour une instrumentalisation de la situation pour favoriser une réaction autoritaire, nous ne la voyons pas en ce moment. Donc, on cherche de aussi calmer les gens qui sont un peu victimes de cette idée conspirationniste et négationniste qui ne voit pas que la démocratie et les libertés individuelles sont des choses très bien, mais dans le même temps, si on veut agir contre cette pandémie, la Chine nous a démontré comment on fait. Oui, est-ce que ce que tu décris là, Massimiliano, ce sont des contradictions au sein de la bourgeoisie suisse, puisqu'il semble que vous aviez, disons, une sorte d'alliance tactique et temporaire avec la bourgeoisie locale contre la grande bourgeoisie de Berne. C'est un peu ça que tu décris. Aussi, peut-être une remarque, sans justement tomber dans le complotisme, imaginer que le virus a été fait pour réprimer les populations, personne ne pense ça chez nous. C'est vrai qu'il y a une loi de sécurité globale qui a été passée en France. On se rend bien que la bourgeoisie joue son rôle, hein, qu'elle en soit consciente ou pas. C'est pour ça que c'est pas une question de complot. En tout cas, naturellement, les éléments les plus conscients ont compris que ils en profitent pour faire passer une loi de sécurité. Mais effectivement, une opposition qui serait purement libertarienne et qui ne comprendrait pas que il faut aussi défendre l'État dans sa main gauche, c'est-à-dire comme service public. Ça on est bien. Les Chinois, effectivement, qui font un hôpital en 10 jours, hein, où nous, on a vu des médecins cubains arriver dans les Antilles françaises parce qu'il y avait, pour répondre simplement, pour pallier un manque criant. Voilà, la situation se pose comme ça. Simplement, le seul bémol, peut-être que là, vous ne la voyez pas en Suisse, parce qu'il n'y a pas de nécessité. En France, on voit bien la bourgeoisie française profite de cette situation pour faire des lois liberticides, y compris sur le droit de manifester. Mais voilà, c'est la situation française, c'est notre spécificité à nous, et ça n'implique nullement que à Davos, ils auraient, pour en venir justement un peu par chez vous, qu'ils auraient créé un virus. Non, c'est évidemment pas ça que je dis. Voilà. Et voilà, mais simplement, la question c'était, pardon, j'étais encore bavard et verbeux, pour revenir, est-ce qu'il y a vraiment de fortes contradictions au sein de la bourgeoisie suisse, une bourgeoisie, j'imagine, plus mondialisée et une bourgeoisie locale? Comment est-ce que vous voyez les choses? Quelle est votre analyse économique, disons? Je commence par dire que tu as parfaitement raison sur le fait que la bourgeoisie, naturellement, va à profiter de la situation. C'est leur métier de profiter des situations de crise. Et ce que tu as dit sur la France, c'est naturellement juste. Nous la voyons en Italie où on a eu aussi des interdictions de grève
Simplement, je dois dire que la réalité en Suisse que nous avons vécue, c'est, si je me peux permettre de dire, moins grave, dans le sens que les droits démocratiques, dans la première vague, ont été suspendus, effectivement, pour la situation sanitaire, mais sans une type de répression. Par contre, ils ont amélioré, si on peut dire comme ça, les temps, par exemple, pour récolter les signatures pour des référendums. Donc, dans une certaine vision des choses, la bourgeoisie a aussi accepté de donner des conceptions aux droits démocratiques. Puis, il y a eu des situations plus critiques, par exemple la décision des autorités cantonales tessinoises de suspendre les élections administratives communales et de les remporter d'une année. Ça, nous l'avons critiqué, mais bon, ce n'est pas l'annulation des élections, c'est on a posticipé Et pour ce qui concerne la contradiction entre la bourgeoisie, à l'intérieur de la bourgeoisie, c'est une analyse qu'on est en train de faire. Donc, je n'ai pas la solution. Ce que nous avons vécu, effectivement, c'est qu'au Tessin, dans la première vague, il y avait cette situation particulière avec la bourgeoisie locale qui était prête aussi au lockdown et qui se posait contre le grand patronat suisse. Qui par contre voulait une vision très néolibérale. C'est un normal grippe, on continue à travailler. Comme je dis, cette situation a été très, très courte, dans le sens qu'aujourd'hui, on ne la vit pas, on la vit plus. Mais c'est vrai que pour comprendre la réalité suisse au-delà de la pandémie, c'est important de connaître les contradictions à l'intérieur de la bourgeoisie. Il n'existe pas une seule bourgeoisie. En Suisse, il y a une bourgeoisie qui est liée au capital industriel, une bourgeoisie qui est plus liée au capital financier, une bourgeoisie qui est plus disponible à ouvrir des formes des liens de collaboration avec l'Eurasie, la Russie, la Chine, les pays émergents, et une bourgeoisie, par contre, qui est encore plutôt lourde, forte, qui veut continuer ce processus d'intégration de la Suisse dans le système atlantique. C'est l'Union européenne, mais aussi les États-Unis, naturellement. On peut analyser les États-Unis avec Trump, c'est un peu difficile en ce moment, mais le système atlantique, c'est naturellement encore très fort, très, très important pour une partie lourde de la bourgeoisie suisse. Et c'est un peu ça. Si on comprend ce type de contradiction, et je ne veux pas dire que nous avons compris tout, je dis simplement qu'une analyse marxiste-léniniste trop rigide qui dit la bourgeoisie est une seule, on doit l'attaquer, je crois que c'est une analyse fausse dans notre réalité et pas dialectique. La bourgeoisie suisse a une forte contradiction à son intérieur et les communistes doivent comprendre quand et quelle partie de la bourgeoisie attaquer prioritairement. Et pour nous, c'est clair. La bourgeoisie qui veut pousser la Suisse envers l'Union européenne, envers l'OTAN, c'est l'ennemi de classe réel. Et si pour obtenir des améliorations dans le sens de la souveraineté nationale, de la neutralité, de l'ouverture de la Suisse aux pays émergents, donc d'un certain protagonisme dans le multipolarisme à niveau géopolitique, si pour ça, on doit tactiquement soutenir une partie de la petite bourgeoisie, mais aussi du grand capital plus nationaliste, si on peut utiliser ce terme. Bon, moi, je suis disponible de tactiquement faire un discours pareil. Parce qu'on doit être conscient aussi de la force qu'on a, et n'est pas très forte. Et donc, on doit chercher de comprendre aussi
où la population, la classe ouvrière, les larges masses sont disponibles et de comprendre une certaine situation, un certain rapport de force et attaquer tout le monde comme bourgeois et nous les vrais communistes, c'est un discours un peu autoréférentiel que, selon nous, n'apporte pas beaucoup de choses à la cause. Justement, j'aimerais bien comprendre, j'ai tellement de mal à m'imaginer que des Suisses puissent vouloir rentrer dans l'Union européenne, vu la catastrophe que c'est, ça paraît même inimaginable. Mais ce que tu me dis, c'est qu'il y a un plan d'une bonne partie de la bourgeoisie suisse pour le faire. Vraiment, quels intérêts économiques y voit-il? Quelle partie justement de la société cela représente? J'aimerais comprendre quoi. Et je crois, bon, on arrive à 1 heure de débat, donc on va. En plus, c'est fantastique de pouvoir parler comme ça. En plus, de parler comme ça aussi bien d'ailleurs dans une langue qui n'est pas la tienne. Donc, on ne va pas non plus abuser de ton temps. Je sais que c'est un effort énorme. Mais je te remercie pour ça. Donc, peut-être, ça sera un petit peu notre conclusion, c'est que moi, j'aimerais bien qu'on vous rejoigne justement dans cette non-appartenance plutôt que vous nous rejoigniez dans cette espèce de pandémonium qui est l'Union européenne aujourd'hui. Mais alors, j'arrive même pas à comprendre, justement, explique-moi, quels sont ces Suisses, dans cette partie de la bourgeoisie suisse, qui a intérêt à rejoindre l'Union européenne. Voilà. Et après, excuse-moi, et bien sûr, ce sera aussi moi, ce sera ma conclusion à moi pour ma dernière question. Et après, ce sera à Diane, bien sûr, aussi de conclure. Vous conclurez entre vous. Je vous laisse le mot de conclusion. Hein. Je ne fais pas d'ingérence. Voilà. Je crois que en ce moment, il y a une large majorité de la population suisse qui n'est pas d'accord d'adhérer simplement à l'Union européenne. Mais le fait, c'est que ce n'est pas seulement l'adhésion. Il y a beaucoup de possibilités de détruire un pays en l'intégrant à niveau économique, à niveau idéologique, à niveau politique dans cette union supranationale de l'Union européenne sans être membre directement d'elle. Nous avons des accords bilatéraux entre la Suisse et Bruxelles qui sont très, très lourdes, qui naturellement, ils portent à privatisation, libéralisation des concurrences entre services publics, naturellement aussi à niveau des contrats de travail, un dumping, donc une pression vers le bas des salaires, la mise en concurrence des travailleurs des régions de la frontière, donc pour nous surtout les travailleurs de la Lombardie en Italie qui arrivent au Tessin pour travailler, sont 60 000 personnes qui entrent tous les jours au Tessin et vous comprenez qu'ils sont une forte tutelle syndicale. C'est très facile de créer une guerre entre pauvres qui naturellement favorise aussi un discours raciste. On doit toujours être attentif à ça parce que l'extrême droite joue sur ça et la gauche, disons, réformiste, par l'autre côté, il donne à l'extrême droite toute la classe ouvrière pratiquement parce que la gauche réformiste fait un discours cosmopolite, européiste et si on peut comprendre la nécessité de combattre le racisme, la xénophobie, naturellement, de l'autre côté, nous laissons à l'extrême droite tout le discours de la défense des nos travailleurs. C'est un discours naturellement à niveau de classe faux, mais la classe ouvrière n'a pas une conscience en ce moment telle pour voir la menace d'un certain populisme. Ça pour dire qu'il y a effectivement une bourgeoisie qui veut une intégration majeure de la Suisse à l'Union européenne. Et ça ne veut pas dire d'entrer formellement dans l'Union européenne ou accepter l'euro. Mais il y a beaucoup de moyens tacticistes, si on peut utiliser ce terme,
Par exemple, en 2015, notre Banque nationale a lié le franc suisse à l'euro, et avec le soutien de la gauche, sauf nous. Et, et les gens ne comprennent pas s'ils n'analysent pas que en ce moment, c'était comme si la Suisse avait l'euro. Oui. Mais nous avons toujours le franc. Puis, on a changé, on est retourné à une certaine indépendance, mais sûrement à l'intérieur de la bourgeoisie et aussi dans la Banque nationale, on a eu une confrontation très grave entre les groupes de pouvoir qu'il y avait. Bon, cette analyse est difficile à faire aussi parce que nous sommes un parti petit au dehors des institutions, disons, qui comptent, pas le Parlement du canton du Tessin, mais les institutions fédérales de la grande économie qui font les choix. Et donc, à comprendre exactement les rapports de force à l'intérieur de cette bourgeoisie suisse n'est pas facile. C'est un travail que, selon moi, le mouvement communiste suisse n'a pas fait pour de longues années. Et nous, aujourd'hui, on payons les conséquences de ça. C'est un peu à nous la tâche de reprendre l'analyse de la composition de classe de notre société et des vrais enjeux politiques de pouvoir qu'il y a. Et je crois, Aymeric, que ça, ce sera un thème d'une prochaine rencontre parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre très précisément sur ce point. Et non, mais le fait même de justement de faire ce dialogue entre plusieurs, j'allais dire, communautés linguistiques, peut-être va permettre aussi de trouver l'information nécessaire pour le faire, justement, à un niveau national, puisque on comprend bien que c'est pas simplement un travail qui commence, c'est aussi le fait qu'il faut arriver à le placer à ce niveau national et désenclaver, en fait, hein, d'une certaine manière. Et on comprend bien, et non, c'était déjà très clair, et puis surtout, cette question monétaire, moi, personnellement, je ne l'avais pas perçue, et effectivement, tout ça est lié. Hein. Si vous rentrez dans l'euro, vous rentrez dans ce mécanisme. Vous avez le serpent monétaire européen, une manière de. La question monétaire est toujours l'union monétaire, et ce qui a permis justement après d'unifier les institutions, c'est la façon dont ils se servent pour étrangler les peuples. Hein. Et un mot peut-être de conclusion avec Dan, et remercier après Massimiliano. Alors, moi, je voudrais vraiment, en tant que Suissesse un peu éloignée, qui ne lit plus les journaux suisses, ne regarde plus le téléjournal parce que ça me rend dingue, tellement… Bref, mais qui reçoit quand même des informations par des amis, des camarades, les services de presse des partis vaudois et genevois. Alors, je suis ravie de cette discussion parce que ça m'a remise un peu à niveau et je souhaite que ça se reproduise parce que je me sens en France, je m'intéresse évidemment à la France, je milite en France, mais périodiquement, je me dis que je pourrais recruter autour du PRCF en Suisse francophone. Mais je pense qu'il vaut mieux que j'envoie mes camarades qui désirent s'engager sérieusement au Partito Comunista de Suisse. Du Testin, oui, tout à fait. Oui. Oui, après, on n'est pas pour l'ingérence, hein, justement. Donc, voilà. Mais en tout cas, et on incite en tout cas, ne serait-ce que comme source d'information, tous les camarades français qui, lisant l'italien, aller sur votre excellent site, qui est vraiment une mine d'informations, hein, notamment au niveau international. Voilà, bah écoute, Massimiliano, vraiment merci beaucoup, et voilà, c'est partagé avec Diane. J'espère qu'on remettra qu'on généralisera en fait ce procédé de l'interview. Hein, et à très bientôt, et merci, et salut à tous vos camarades. Merci à vous. Salut. Bonne journée.